Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous revoyons enfin. C'est moins drôle que à l'UTL, mais c'est toujours ça. Alors pour reprendre un peu notre discussion qui a interrompu notre réflexion sur qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme, je vous rappelle que nous avions décidé de parler plus précisément de la pandémie. Alors d'abord, une chose plutôt rassurante, il faut toujours le rappeler, la pandémie de corona, de Covid-19 en soi n'est pas aussi grave que ce qu'on pourrait le penser, puisque le taux de mortalité, même si les morts sont tout à fait regrettables, n'est que de 0,5% pour une population de personnes contaminées, ce qui est relativement faible. Il faut donc bien comprendre que toutes les mesures confinement en premier pour éviter d'être contaminé, c'est surtout pour permettre que le système hospitalier puisse sauver les gens qui sont sauvables. Il y aura hélas toujours des morts, mais ceux qui sont sauvables, il aurait été inhumain et barbare de ne pas tout faire pour les sauver. Or, si les réa étaient saturés, on aurait évidemment on aurait été obligé de laisser hélas mourir des personnes. Et je crois que c'est la dimension, la qualité essentielle de nos régimes démocratiques que de préserver la vie des personnes sauvables. Mais évidemment, cela ne veut pas dire que nous détenons les clés de la possibilité de sauver tout le monde. Il y a des gens qui meurent de la grippe, il y a des gens qui meurent du cancer, c'est fort regrettable, et il y a des gens, hélas, qui, quoi qu'on fasse, mourront du Covid. Mais je le répète, dans une proportion très faible. Ceci étant plutôt rassurant, puisque ça n'est pas une maladie majoritairement mortelle, mais pour autant, c'est toujours embêtant, puisque nous sommes confinés, ce qui est une privation de liberté. Alors une fois qu'on a dit ça, je voulais, sur le dernier texte que je voulais communiquer, insister sur les rapports entre la médecine et la science, parce que les polémiques et les discussions médiatiques dont on est abreuvé semblent dire, si je simplifie, premièrement que la médecine devrait se contenter de soigner des personnes tandis que la recherche raisonne sur des objets. Deuxièmement, que les procédures pour encadrer les recherches dites médicales sont trop lourdes et complètement disproportionnées par rapport à la pandémie actuelle. Et enfin, troisièmement, que l'éthique est devenue normative, c'est-à-dire qu'elle aurait tendance à nous donner des règles de conduite et qu'il faudrait la remplacer, comme disent certains, suivez mon regard, par un comité de morale. Alors si on reprend point par point tous ces problèmes, on commence évidemment par qu'est-ce que c'est que la médecine ? Et le premier point sur lequel il faut réfléchir, c'est quelle est la finalité de la médecine. Alors, on peut dire que la médecine consiste à soigner des personnes malades. Alors, on ne va pas rentrer dans des polémiques très compliquées que nous reprendrons lors de prochains séminaires, mais qu'est-ce que c'est qu'être malade ? Et quel est le but de la médecine ? Est-ce que le but, c'est de prolonger la vie ? Bien non, puisque si on prolonge la vie à tout prix, on tombe dans l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire qu'on applique des traitements inutiles à des personnes qui, quoi qu'on fasse, vont mourir. Donc le but de préserver la vie n'en est pas n'est pas une finalité, pardon. Deuxièmement, est-ce que le but de la médecine, c'est de guérir ? Bien, a priori, oui, mais on peut rebondir en disant que la médecine ne guérit pas vraiment grand-chose. Il faut se rappeler qu'un diabétique sera toujours diabétique, un arthrosique sera toujours arthrosique quoi qu'on fasse, et un cancéreux, hélas, sera les trois quarts du temps toujours cancéreux. Mais convenons que le but de la médecine, c'est tout de même d'essayer de guérir les gens, et si on l'applique à notre pandémie actuelle, on pourrait convenir de manière simple que le but des soignants, ce serait de guérir les personnes contaminées, ce qui paraît tout à fait logique. Mais est-ce que pour autant c'est la finalité de la médecine ? Eh bien non, puisque dans le fond, de la même manière qu'un diabétique est toujours diabétique, la médecine, quoi qu'elle fasse, et imaginons qu'elle ait des traitements magnifiques, n'arrivera jamais à guérir complètement toutes les personnes dites malades. Ce qui veut dire que la guérison n'est pas acquise a priori. Alors, est-ce qu'un médecin qui n'arrive pas à guérir son malade n'est plus médecin ? Évidemment qu'il est toujours médecin. Cicéron, pour raisonner sur cette différence entre le but, guérir, et la finalité, qu'est-ce que c'est ? Disait que lorsque vous tirez à l'arc, le but de l'archer, c'est de mettre la flèche dans la cible. Est-ce que tous les archers mettent la flèche dans la cible ? Évidemment, non. Est-ce qu'un archer qui essaie de mettre la flèche dans la cible, mais qui n'y arrive pas, n'est plus un archer ? Évidemment que non. Ce qui veut dire que, in fine, en définitive,
finalement, la finalité de l'archer, c'est de tirer à l'arc en essayant de mettre la flèche dans la cible. Par analogie, on pourrait dire que la finalité de la médecine, c'est d'essayer de guérir une personne malade, sans en être jamais certain. Et la finalité, c'est donc de faire de la médecine. C'est-à-dire, au bout du bout, la finalité, c'est de prendre en charge une personne humaine. C'est de prendre en charge l'humanité de son patient. Je donne un exemple relativement simple et d'actualité à propos de la prise en charge des personnes dépendantes en EHPAD, personnes âgées dépendantes. On en avait déjà plusieurs fois parlé dans notre séminaire. Vous savez que si on considère que la guérison est la finalité de la médecine, on va tout faire pour absolument chercher à guérir toutes les personnes âgées dépendantes. Et en l'état actuel des choses, le meilleur moyen de leur éviter d'être malades, donc dans le fond de les guérir, ce serait de les confiner à outrance. Et on a vu un petit reportage aux actualités télévisées, je crois que vous l'avez vu aussi, sur une dame de 92 ans qui était complètement dépressive de penser qu'on l'empêchait même de voir sa voisine, qu'on l'empêchait de voir sa famille, et dans le fond qu'on l'empêchait de vivre, c'est-à-dire qu'on touchait à son humanité. Et peut-être que la réflexion, ce serait de dire, in fine, mon but, c'est pas tant d'essayer de la protéger de quoi que ce soit, d'autant qu'à 92 ans, un jour ou l'autre, il faudra bien mourir, mais c'est peut-être de lui permettre, pour le temps qui lui reste à vivre, et souhaitons-le le plus long possible, de continuer d'exister comme une personne humaine normale. Alors une fois qu'on a dit ça, on a compris que la finalité de la médecine, c'est surtout de préserver l'humanité du malade, et pour cela, de ne pas nuire. C'est-à-dire que si on est dans l'obstination déraisonnable chez un cancéreux métastatique qui, quoi qu'on fasse, va mourir, eh bien on est en train d'entraîner chez lui plus de risques que de bien, puisqu'il va dans tous les cas mourir. Ce qui veut dire que le principe d'Hippocrate, d'abord et avant tout ne pas nuire, pour faire pédant en latin c'est primum non nocere, c'est d'abord et avant tout d'essayer de ne pas nuire au malade, quitte à accepter qu'on ne pourra pas le guérir ou qu'il vaut mieux qu'il continue d'exister, quand bien même il prendrait quelques risques. Alors je fais une parenthèse, mais ça nous fait une digression, comme j'ai l'habitude de le faire, qui serait peut-être un peu longue. Vous savez que lorsque la médecine s'arroge le droit et l'impératif de vouloir guérir tout le monde contre leur propre volonté, on arrive à ce qu'on appelle une médicalisation de la société, c'est-à-dire que la médecine s'occupe de moi complètement, quelle que soit mon opinion. Par exemple, le vin, l'alcool est nocif, il faut donc pas boire même pas une coupe de champagne, ni même un verre de vin pour fêter un événement familial ou autre. Par exemple, il faut manger 5 fruits et 5 légumes tous les jours, etc., etc. On voit bien que si la médecine se mêle de notre vie, elle risque d'abîmer notre humanité. Alors il faut être informé des risques qu'on prend, mais il faut peut-être les assumer. Petite parenthèse pour le Covid, ma liberté individuelle de faire ce que je veux, quitte à abîmer ma santé, est quand même suspendue à la santé publique de tout le monde. C'est le principe des vaccinations. Quand bien même je refuserai une vaccination, je suis contraint de l'accepter non pas pour moi, mais pour la santé publique. Il y a donc une petite marge. Mais tout ça nous fait dire que si la finalité de la médecine, c'est de préserver l'humanité du malade, et si justement il faut de temps en temps évaluer que la médecine peut nuire, et comme nous dit Hippocrate, il faut donc qu'elle évite de le faire, c'est que la médecine est risquée. Et c'est une certaine analogie avec la recherche, puisque la recherche aussi est risquée. Alors voyons ça. Pourquoi la médecine est risquée ? Parce que la médecine utilise toujours une technicité. Il n'y a pas de soins sans technicité. Que ce soit depuis l'examen clinique, il faut avoir un diplôme de médecin pour arriver à examiner les gens, à les interroger et à raisonner. Que ce soit la médecine dite invasive comme la chirurgie en tête qui rentre à l'intérieur du corps. Je vous rappelle que l'article 16 du Code civil nous indique et nous interdit de porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne, sauf en cas de nécessité médicale. Les médecins sont les seuls à avoir le droit légitimement de porter atteinte à l'intégrité d'une personne, chose qui est interdite à tout le monde, sauf du temps du bourreau qui pouvait vous couper la tête sans aller en prison, mais qui aujourd'hui est strictement interdite à tout le monde. Ce qui veut dire que, puisque la médecine utilise une technicité, et puisque cette technicité est toujours au minimum intrusive, si ce n'est agressive, et que la finalité de la médecine, c'est de protéger une personne humaine dans son humanité, on pourrait simplifier en disant que la médecine, dans sa dimension de risque,
est prise en tension entre son efficacité, qui est d'essayer de protéger une personne humaine, par rapport à son efficacité, qui est liée à une technicité risquée. En d'autres termes, on fait prendre des risques à une personne qui pourtant se met sous notre protection. Alors c'est ça qui est très intéressant, parce qu'on voit que dans la recherche, évidemment, il y a aussi une notion de risque. Mais on fait juste une petite parenthèse en disant que le risque médical est inhérent par essence à la médecine elle-même. Je vous rappelle que pour avoir fait des progrès techniques, autant dans l'examen des malades, autant dans la prise en charge des cancéreux, autant dans la chirurgie, il faut bien, ce que nous appelons nous les médecins, passer par une courbe dite d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est que la courbe d'apprentissage? C'est que, au fil du temps, du point de vue général et individuellement du point de vue particulier, on commence à apprendre la technique médicale en s'entraînant de plus en plus. Alors, il n'est pas question de s'entraîner sur les malades, mais pourtant, je vous rappelle qu'au XIXe siècle, les premières arthroplasties, prothèses totales de hanche, une des premières a été faite en plâtre. Évidemment, elle n'a pas duré longtemps, et pour s'apercevoir que ça ne marchait pas. Les deuxièmes ont été faites en ivoire, les deuxièmes catégories d'arthroplastie, et enfin les troisièmes, en France, c'était dans les années 50 avec les frères Judet, la première arthroplastie de hanche en France, l'opération a duré pratiquement 4h30, et le malade l'implant a été toléré par le malade pendant 1 an. Aujourd'hui, n'importe quel chirurgien orthopédiste distingué met correctement une prothèse de hanche, en général entre 1 heure et 1h30, et le résultat à 99,9% des cas est très satisfaisant. Ce qui veut dire qu'on a fait des progrès au prix d'une certaine expérimentation sur l'être humain. Vous voyez que la médecine ne peut pas s'exonérer de toute dimension de recherche et donc de risque. Alors, puisqu'il y a un risque, et puisque Hippocrate nous dit que le premier principe de la médecine, c'est d'essayer de ne pas nuire à la personne humaine dont on a pour finalité, c'est les problèmes techniques qui font bouger le tabouret, dont on a pour mission cette personne humaine, dont on a pour mission de la protéger et de respecter son humanité, eh bien comment faire? Alors en parlant simplement, s'il y a un risque, il faut le protéger. Et un risque peut entraîner un dommage. Le dommage peut être lié à ma technique ou à mes médicaments. On va simplifier en disant à mes remèdes. Le remède, c'est quelque chose qui apporte un plus risqué à un malade pour essayer de le guérir. Alors, le dommage peut être, je l'ai dit, lié à la technique, donc iatrogène, on dit, ou bien lié à la spécificité du malade. Il y a des malades qui, malheureusement, ne supportent pas tel traitement, alors qu'à 99%, les autres personnes les supportent. Par exemple, la chimiothérapie en cancérologie est dangereuse. En général, les gens la supportent tout à fait le plus correctement possible. Certaines personnes en meurent. Ce qui veut dire que s'il y a un dommage et qu'il faut chercher à le prévenir, il y a 2 dimensions. Premièrement, la technique, les remèdes que j'utilise, et deuxièmement, le malade sur lequel je le mets. Ce qui veut dire en recherche, dans le fond, la tolérance et l'efficacité. Alors, prévenir un risque, ça veut dire quoi? Il y a deux types de risques. Il y a les risques certains et les risques hypothétiques. Le risque certain, pour prendre un exemple hors de la médecine, c'est je ne mets pas de liquide de frein dans ma voiture, je suis certain qu'elle ne pourra pas freiner. Pour prévenir ce risque certain, il suffit que je mette du liquide dans ma voiture avant de démarrer. Je ne supprimerai pas le risque de la voiture en général, mais je supprimerai le risque prévisible de ne pas pouvoir freiner. Si je l'applique à la médecine, évidemment, les risques certains, je suis certain que le cancer du sein non traité aboutira à la mort. Ce qui veut dire que pour prévenir ce risque certain, eh bien, je peux envisager, en accord avec Hippocrate, de proposer à mon patient un certain risque, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, qui essaiera de prévenir ce risque certain. L'affaire est réglée. Je prends d'autres exemples en médecine. Si vous opérez quelqu'un et que vous n'avez pas vérifié que le respirateur marche correctement, c'est-à-dire que l'oxygène arrive, vous allez être certain qu'il y aura une anoxie cérébrale à la fin de l'opération. Donc c'est un risque inadmissible qu'on doit à tout prix prévenir. Je répète, les risques certains entraînent une prévention qui supprime